Le 8 septembre 2019, dans une maison tranquille de Toulouse, un petit garçon de 4 ans se réveilla en hurlant pour la troisième nuit consécutive. Ses parents, Céline et Julien Moreau, se précipitèrent dans sa chambre et trouvèrent Lucas assis dans son lit, le visage trempé de larmes, les yeux fixés sur un point invisible. L'avion tombe, il y a du feu partout !» Céline prit son fils dans ses bras, essayant de le calmer. « Chut, mon chéri, ce n'est qu'un cauchemar, tu es en sécurité. » Mais Lucas tremblait violemment, comme si son petit corps revivait un trauma bien réel. « Non, maman, ce n'est pas un cauchemar, je me souviens, l'avion a été touché, les Japonais, ils tiraient sur moi. » Céline et Julien échangèrent un regard inquiet. Les Japonais? Leur fils de 4 ans venait de mentionner les Japonais dans le contexte d'un combat aérien. Comment était-ce possible? « Lucas, de quoi tu parles? Quel avion ?» Le petit garçon essuya ses larmes avec le dos de sa main. « Mon avion, mon corsaire, il a pris feu quand les Zéros m'ont attaqué. J'ai essayé de sauter, mais c'était trop tard. L'eau était si bleue et si profonde. » Ces mots, prononcés avec une conviction troublante, glacèrent le sang de ses parents. Un corsaire, des Zéros, des termes militaires qu'un enfant de 4 ans ne devrait pas connaître. Des termes qui appartenaient à une époque révolue, à une guerre terminée près de 80 ans auparavant. Ce n'était pas le premier cauchemar étrange de Lucas. Depuis ses 3 ans, il faisait régulièrement des rêves qu'il appelait « mes souvenirs d'avant ». Mais jusqu'à présent, Céline et Julien avaient pensé qu'il s'agissait simplement d'une imagination débordante. Tous les enfants ont des cauchemars. Tous les enfants inventent des histoires. Sauf que les histoires de Lucas étaient différentes. Elles étaient cohérentes, précises, obsessionnelles. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Lucas était calme mais pensif. Il jouait avec ses céréales, perdu dans ses pensées. « Papa, c'est quoi un porte-avions » Julien leva les yeux de son café, surpris. « C'est un grand bateau militaire d'où les avions décollent et atterrissent. Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que mon avion décollait d'un porte-avions. Il s'appelait... » Lucas fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Je ne me souviens plus du nom, mais il était grand, très grand, et il y avait plein d'autres pilotes. On portait des combinaisons marron. » Céline sentit un frisson parcourir son dos. Les détails, ces petits détails impossibles. Comment Lucas pouvait-il savoir que les pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale portaient des combinaisons de vol marron? « Lucas, où as-tu appris tout ça ?» Le petit garçon la regarda avec ses yeux trop anciens pour son âge. « Je ne l'ai pas appris, maman. Je m'en souviens. J'étais là, j'étais un pilote. Je volais dans le ciel et je me battais contre les méchants avions. » Au cours des semaines suivantes, les cauchemars de Lucas s'intensifièrent. Presque chaque nuit, il se réveillait en pleurs, décrivant la même scène. Un combat aérien au-dessus de l'océan Pacifique. Des avions japonais qui attaquaient, son appareil touché, la chute, l'eau bleue qui se rapprochait de plus en plus. Mais ce qui troublait le plus Céline et Julien, c'était la précision technique des descriptions de Lucas. Il parlait du manche à balai qu'il fallait tirer pour monter, des volets qui contrôlaient la direction, du bruit assourdissant du moteur, de l'odeur d'huile et d'essence dans le cockpit. Un enfant de 4 ans ne devrait pas connaître ces choses. En octobre 2019, Céline prit un rendez-vous avec le docteur Antoine Duchamp, psychopédiatre réputé à Toulouse. Lors de la première consultation, le docteur Duchamp écouta attentivement l'histoire de Lucas. Il posa des questions douces, observa le comportement de l'enfant, chercha des signes de troubles psychologiques. « Lucas, peux-tu me parler de ton avion ?» Le petit garçon s'anima immédiatement. C'était un corsaire, un F4U corsaire. Il était bleu marine, avec une étoile blanche sur les ailes. Il avait des ailes pliées, comme ça, pour qu'il prenne moins de place sur le porte-avions. Et il avait un gros moteur qui faisait beaucoup de bruit. Vroom. Le docteur Duchamp nota tout. Après la session, il demanda à voir Céline en privé. « Madame Moreau, votre fils ne présente aucun signe de trouble psychologique, aucun trauma identifiable dans sa vie actuelle. Aucune exposition récente à du contenu violent ou militaire, d'après ce que vous me dites. Alors, qu'est-ce que c'est, docteur? D'où viennent tous ces détails? Je vais être honnête avec vous. En 25 ans de carrière, je n'ai rencontré que 3 cas similaires. Des enfants avec des mémoires détaillées d'événements qu'ils n'ont jamais vécus. Des mémoires qui correspondent à des faits historiques réels. » Il marqua une pause. « Il existe un rechercheur à Paris, le docteur Marc Fontaine. Il étudie ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles, ou pour certains, des cas de réincarnation. Je pense que vous devriez le contacter. » Novembre 2019. Le docteur Marc Fontaine accepta de rencontrer Lucas. Un homme de 60 ans, historien militaire de formation,
reconverti depuis 15 ans dans l'étude des phénomènes de conscience inexpliqués. Il avait consacré sa carrière à documenter des cas d'enfants portant des souvenirs de guerres passées. Madame Moreau, Monsieur Moreau, je dois vous dire quelque chose d'important, dit-il lors de leur première visioconférence. Les cas d'enfants se souvenant de la Seconde Guerre mondiale sont relativement fréquents dans mes recherches. J'en ai documenté 32 au cours des 15 dernières années, particulièrement des pilotes. C'est troublant, mais c'est un fait. Pourquoi des pilotes ? Demanda Julien, sceptique. Je ne sais pas, peut-être parce que leur mort était souvent soudaine, traumatique, violente. Peut-être que ce genre de fin laisse une empreinte plus forte dans ce qui survit, si quelque chose survit. Il marqua une pause. Mais je ne suis pas là pour philosopher, je suis là pour documenter, pour comprendre, pour essayer de savoir si votre fils porte vraiment la mémoire de quelqu'un qui a existé. La première rencontre entre Lucas et le docteur Fontaine eut lieu en décembre, à Toulouse. Fontaine apporta une mallette remplie de photos d'époque, de maquettes d'avions, de documents militaires. « Lucas, est-ce que tu reconnais cet avion ?» Il montra plusieurs images, des chasseurs de différentes nations, des modèles de différentes époques. Lucas regarda attentivement. Son doigt se posa immédiatement sur une photo du F-4U Corsair. « C'est celui-là, c'était mon avion. Regarde les ailes courbées et l'hélice, elle était énorme. » Le docteur Fontaine continua. Il montra des photos de porte-avions. « Tu reconnais celui-ci » Lucas hésita sur plusieurs images, puis s'arrêta sur une. « Celui-là ressemble au mien, mais je ne suis pas sûr. Il y en avait beaucoup qui se ressemblaient. » Ce qui frappa Fontaine, c'était que Lucas ne prétendait pas tout savoir. Il admettait ses incertitudes. C'était le comportement d'un véritable souvenir, pas d'une invention. Quand on invente, on affirme. Quand on se souvient vraiment, on hésite parfois. « Lucas, est-ce que tu te souviens de ton nom quand tu étais pilote ?» Le petit garçon fronça les sourcils. « Je crois que c'était James ou Jack, quelque chose comme ça, avec un J. Et ton nom de famille ? Je ne sais pas, c'est flou. » Au cours des semaines suivantes, le docteur Fontaine revint plusieurs fois. À chaque visite, il notait méticuleusement chaque détail donné par Lucas. Il enregistrait les sessions, prenait des photos, construisait un dossier complet. Lucas décrivait le quotidien sur un porte-avions américain pendant la guerre du Pacifique. Les dortoirs étroits, la nourriture pas terrible, l'odeur de l'océan mélangée à celle du kérosène, les briefings avant l'émission, la camaraderie entre pilotes. On jouait aux cartes le soir et on parlait de nos familles. Moi, j'avais une petite sœur. Elle s'appelait Betty ou Betsy, je ne suis pas sûr. Ces détails du quotidien étaient impossibles à inventer pour un enfant de 4 ans. Lucas n'avait jamais été exposé à des films ou documentaires sur la guerre du Pacifique. Ses parents le confirmaient. Il regardait des dessins animés et des émissions pour enfants, rien d'autre. Un jour de janvier 2020, Lucas dessina quelque chose qui stupéfia tout le monde. Sans qu'on lui demande, il prit des crayons de couleur et dessina un cockpit d'avion. Pas de manière enfantine, avec une précision troublante. Il dessina le tableau de bord avec ses multiples cadrans, le manche à balai, les pédales du palonnier, la visière, même l'emplacement approximatif de certains instruments. Le docteur Fontaine compara le dessin avec des schémas techniques du cockpit du F-4U Corsair. Les proportions étaient approximatives, certes, c'était le dessin d'un enfant. Mais l'organisation générale, la disposition des éléments, tout correspondait. « C'est impossible », murmura Julien en regardant le dessin. « Il n'a jamais vu l'intérieur d'un cockpit, jamais. » « Je sais, c'est précisément ce qui rend ce cas extraordinaire. » Mais le plus troublant arriva en février 2020. Lors d'une session, le docteur Fontaine demanda à Lucas de décrire exactement ce qui s'était passé le jour de sa mort. Lucas devint très calme, un peu trop calme pour un enfant de 4 ans. On volait au-dessus de l'océan. Il faisait très beau. Le ciel était bleu. On était en formation, plusieurs avions ensemble. Et puis on a vu les Zéros. Les Zéros, les avions japonais. Ils s'appelaient comme ça, Mitsubishi Zero. Ils étaient rapides et petits, plus petits que nos Corsaires. Le docteur Fontaine sentit un frisson parcourir son dos. Lucas venait de nommer correctement le chasseur japonais le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale, le Mitsubishi A6M0. Continue Lucas. Il y a eu un combat. On tournait dans tous les sens. Les balles sifflaient partout. J'ai essayé de viser un zéro, mais il était trop rapide. Et puis, j'ai senti quelque chose toucher mon avion. Un gros choc. De la fumée est sortie du moteur. Lucas avait les yeux dans le vague, comme s'il revivait la scène. J'ai essayé de contrôler l'avion, mais il ne répondait plus bien.
Il penchait, il tombait. J'ai pensé à sauter en parachute, mais j'étais trop bas, trop près de l'eau. Alors j'ai juste attendu. Des larmes coulaient maintenant sur les joues du petit garçon. L'avion a touché l'eau très fort. Ça a fait un grand bruit. Et puis il y a eu de l'eau partout. Froide, salée. Je ne pouvais plus respirer. Et tout est devenu noir. Le silence qui suivit était absolu. Céline pleurait ouvertement. Julien avait les poings serrés, bouleversé de voir son fils décrire sa propre mort avec tant de détails. « Lucas, est-ce que tu sais où c'était? Dans quelle partie de l'océan ?» Le petit garçon secoua la tête. « Non, juste que c'était le Pacifique, et qu'il y avait une île pas loin, une petite île avec des arbres. » Le docteur Fontaine prenait des notes frénétiquement. Une mission au-dessus du Pacifique, un combat contre des zéros, un corsaire abattu, un crash en mer près d'une île Pacifique. Ces éléments devaient lui permettre de commencer à chercher. Mais chercher quoi exactement? Des milliers de pilotes américains étaient morts dans le Pacifique, pendant la guerre. Des centaines volaient sur des corsaires. Comment identifier un seul homme parmi cette multitude avec si peu d'informations? Le docteur Fontaine se tourna vers son réseau, des historiens militaires, des spécialistes de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, des chercheurs qui avaient passé leur vie à documenter chaque mission, chaque combat, chaque perte. Il établit un profil. Pilote américain, volait sur Corsair, basé sur un porte-avions, prénom commençant par J, James, Jack, John, avait une petite sœur, Betty ou Betsy, abattue par des zéros lors d'un combat aérien, crash en mer près d'une île Pacifique, période probable 1943-1945. C'était peu, mais c'était un début. Mars 2020. Le monde entier se confinait à cause du Covid-19. Mais dans son appartement parisien, le docteur Marc Fontaine passait ses journées plongé dans des archives militaires américaines. Des listes de pilotes, des rapports de mission, des témoignages de survivants. Il contacta le National Archives and Records Administration aux États-Unis. Il écrivit à des associations d'anciens combattants. Il fouilla dans des bases de données en ligne documentant chaque avion perdu pendant la guerre. Et puis, un matin d'avril, il trouva quelque chose. James Madison Houston Jr., pilote de l'USS Navy, escadrille VF-301, basé sur le porte-avions USS Natoma Bay, volait sur F-4U Corsair, abattu le 3 mars 1945 lors d'une mission au-dessus de Chichi-jima, une petite île japonaise du Pacifique. Son avion avait été touché par des tirs anti-aériens et s'était écrasé en mer. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Le docteur Fontaine tremblait en lisant le dossier. James, prénom commençant par J. Corsair, porte-avions, crash en mer près d'une île. Tout correspondait. Il y avait une photo. Un jeune homme de 21 ans en uniforme de pilote souriant à l'appareil. Des yeux clairs, un visage juvénile, toute une vie devant lui, interrompue brutalement dans le ciel du Pacifique. Fontaine continua ses recherches. Il découvrit que James Houston Jr. avait effectivement une jeune sœur. Elle s'appelait Anne Elizabeth Houston. Anne Elizabeth. Betty. Betsy. Lucas avait eu raison. Il y avait plus, beaucoup plus. Des lettres que James avait envoyées à sa famille, des témoignages de ses camarades pilotes, des rapports détaillés de sa dernière mission. Le 3 mars 1945, l'escadrille de James Houston avait reçu l'ordre d'attaquer des positions japonaises sur Chichi-jima. 8 corsaires avaient décollé du USS Natoma Bay ce matin-là. Ils avaient été interceptés par des chasseurs zéro. Un combat aérien intense s'était ensuivi. L'avion de James avait été touché. Plusieurs témoins l'avaient vu perdre de l'altitude, fumant, incontrôlable. Il avait essayé de s'éjecter, mais il était trop bas. Le corsaire avait percuté l'océan à grande vitesse. James Houston Jr. était mort sur le coup ou s'était noyé dans les secondes qui avaient suivi. Il avait 21 ans. Le docteur Fontaine appela immédiatement Céline et Julien. « J'ai trouvé quelque chose. Je pense que j'ai trouvé qui était Lucas. » Il leur envoya le dossier, les photos, les documents, les preuves. Céline regarda la photo de James Houston Jr. pendant un long moment. Ce jeune homme mort 75 ans auparavant, ce pilote dont personne ne parlait plus, ce soldat dont le sacrifice avait été noyé dans les millions de morts de la guerre. Et maintenant, d'une manière inexplicable, il était revenu, dans le corps d'un petit garçon français de 4 ans, pour raconter son histoire, pour dire
J'ai existé, j'ai vécu. Je suis mort trop jeune, mais je ne veux pas être oublié. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Julien, la voix tremblante. On cherche la famille de James Houston, répondit Fontaine. Si elle existe encore, si quelqu'un peut confirmer les détails que Lucas a donnés. La recherche prit plusieurs semaines. James Houston Sr., le père, était décédé en 1975. James Houston Sr., le père, était décédé en 1998. Mais la sœur, Anne Elizabeth, était toujours en vie. Elle avait 82 ans et vivait dans une maison de retraite en Californie. Quand le docteur Fontaine la contacta et lui expliqua la situation, sa première réaction fut le silence, un long silence. Puis, elle dit simplement « Je veux voir cet enfant. Je veux voir le garçon qui prétend être mon frère. » Juillet 1921. Les restrictions de voyage liées au Covid s'étaient assouplies. Céline, Julien, Lucas et le docteur Fontaine prirent l'avion pour la Californie. Un voyage de plus de 10 heures. Lucas, maintenant âgé de 6 ans, était calme pendant le vol. « On va voir la sœur de James ?» demanda-t-il simplement. « Oui, mon chéri, on va voir Anne. Elle est vieille maintenant, n'est-ce pas? J'étais son grand frère, mais maintenant elle est beaucoup plus vieille que moi. » Ces paroles, dites avec une telle simplicité, firent frissonner Céline. La logique impossible de la réincarnation. Un grand frère mort à 21 ans, revenu dans un corps d'enfant, s'apprêtant à rencontrer sa petite sœur devenue octogénaire. La maison de retraite Sunnyvale Gardens était un bâtiment moderne entouré de palmiers et de jardins fleuris. Anne Elizabeth Houston Carter, elle s'était mariée en 1960, les attendait dans le salon commun, assise dans un fauteuil roulant. C'était une femme fragile, marquée par l'âge, mais ses yeux étaient vifs et intelligents. À côté d'elle se tenait son fils, Robert Carter, 58 ans, qui avait insisté pour être présent. « Je ne sais pas ce qui va se passer », avait dit Robert au téléphone. « Mais ma mère a 82 ans. Si c'est un canular, si quelqu'un essaie de profiter d'elle émotionnellement, je ne le permettrai pas. » Quand Lucas entra dans le salon, tenant la main de sa mère, Anne porta immédiatement ses mains tremblantes à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il a quelque chose dans le regard, quelque chose de familier. » Lucas s'approcha doucement de la vieille dame, sans peur, sans hésitation. Il la regarda droit dans les yeux. « Bonjour, Betty. C'est moi, c'est Jimmy. » Anne éclata en sanglots. Personne ne l'appelait Betty depuis des décennies. C'était le surnom que son frère James lui donnait quand ils étaient enfants, un surnom que presque personne ne connaissait. « Comment tu peux savoir ça ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. « Parce que je suis ton grand frère, je sais que je suis petit maintenant et que tu es grande, mais avant j'étais ton grand frère et je te protégeais. » Robert Carter, le fils d'Anne, était pâle. Sceptique de nature, avocat de profession, habitué à ne croire que ce qu'il pouvait prouver, il se retrouvait confronté à quelque chose qui défiait toute logique. « Si tu es vraiment James Houston, » dit-il d'une voix tendue, « alors dis-moi quelque chose que personne d'autre ne pourrait savoir, quelque chose d'intime entre toi et ma mère. » Lucas regarda Anne, puis Robert. « Quand Betty avait 4 ans, elle est tombée d'un arbre dans le jardin. Elle s'est cassé le bras. J'étais avec elle. Je me sentais tellement coupable parce que c'est moi qui l'avais aidée à grimper. Maman était très en colère contre moi. » Anne sanglotait maintenant, sans retenue. « C'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Personne ne connaît cette histoire, personne. » Lucas continua. « Et tu avais une poupée que tu aimais beaucoup. Elle s'appelait Molly. Tu l'emmenais partout. Même la nuit, tu dormais avec elle. » « Mon Dieu !» murmura Robert. « Ma mère a encore cette poupée. Elle est dans un carton dans son grenier. Elle n'en a jamais parlé à personne. » La conversation continua pendant plus de 2 heures. Lucas décrivait des souvenirs d'enfance que seuls James et Anne pouvaient partager. Des Noëls en famille, des vacances au bord d'un lac, des disputes entre frères et sœurs, des moments de complicité. « Tu te souviens, Betty, quand papa nous emmenait pêcher, tu détestais mettre les vers sur l'hameçon, alors je le faisais pour toi, et après tu prétendais que c'était toi qui avais tout fait toute seule.
Anne riait et pleurait en même temps. Oui, oui, je me souviens. Jimmy, mon grand frère, tu m'as tellement manqué. Puis Lucas parla de la guerre, de son enrôlement dans la Navy, de son entraînement de pilote, de ses lettres à la famille. J'écrivais à maman et papa. Je leur disais que tout allait bien. Mais en réalité, j'avais peur, très peur, surtout après avoir vu des camarades ne pas revenir de mission. Il marqua une pause. Dans ma dernière lettre, j'ai écrit à maman que je l'aimais, que je pensais à vous tous, que j'espérais rentrer bientôt. Mais je crois que je savais. Au fond de moi, je savais que je ne rentrerais pas. Anne sortit quelque chose de son sac à main, une vieille enveloppe jaunie par le temps, une lettre datée du 28 février 1945, 5 jours avant la mort de James. C'est la dernière lettre qu'on ait reçue de toi. Je l'ai gardée toute ma vie. Elle la tendit à Lucas avec des mains tremblantes. Le petit garçon la prit, la regarda longuement. Je me souviens de l'avoir écrite. J'étais dans ma couchette sur le porte-avions. Il faisait chaud. J'entendais les moteurs du navire. Je pensais à la maison, à vous tous. Robert Carter ne disait plus rien. Il regardait sa mère et cet enfant de 6 ans, incapable de nier ce qu'il voyait de ses propres yeux. La reconnaissance, la connexion, les souvenirs partagés que personne d'autre ne pouvait connaître. Anne sortit quelque chose d'autre de son sac. Une vieille photo en noir et blanc. James Huston Jr. en uniforme, debout devant son corsaire, souriant à l'appareil. C'est la dernière photo qu'on a de toi, prise quelques semaines avant que tu partes en mission. Lucas regarda la photo intensément. Je me souviens de ce jour. Le photographe nous avait tous pris en photo devant nos avions. J'étais content, fier de mon corsaire, fier de servir mon pays. Il toucha délicatement la photo. Mais j'avais aussi peur. Je savais que la guerre était dangereuse, que beaucoup de pilotes ne revenaient pas. Je ne voulais pas mourir. Je voulais rentrer à la maison, vous revoir. Anne prit la main de Lucas dans ses mains rudées et tremblantes. Tu es rentré, Jimmy, d'une manière qu'on ne comprend pas, d'une manière qui défie tout, mais tu es rentré, tu es revenu vers moi. Le docteur Fontaine documentait tout, les enregistrements vidéo, les photos, les témoignages. Il savait qu'il était en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui allait bouleverser la compréhension de la conscience humaine. Avant de partir, Anne donna quelque chose à Lucas, la médaille que James avait reçue à titre posthume, la Purple Heart, remise à tous les soldats blessés ou catés en combat. « Elle t'appartient, dit-elle. Elle a toujours été à toi. » Lucas prit la médaille avec respect. « Merci, Betty. Merci de m'avoir attendu. Merci de ne pas m'avoir oublié. On ne t'a jamais oublié, Jimmy. Jamais. » Septembre 2022. Lucas avait maintenant 7 ans. Il était en CE1. Il aimait le football, les jeux vidéo et détestait les épinards. Un enfant presque normal. Presque. Les souvenirs de James Huston s'estompaient progressivement. Comme le docteur Fontaine l'avait prédit, le cerveau de Lucas se développait. Sa propre vie prenait de plus en plus de place. Les cauchemars avaient cessé depuis plusieurs mois. « C'est normal », expliquait Fontaine à Céline. « Lucas a besoin d'être Lucas, pas James. Les souvenirs de James ont servi leur but. Ils ont permis de raconter une histoire, de rendre hommage à un héros oublié. Maintenant, ils peuvent s'effacer. » Mais quelque chose restait. Une fascination pour l'aviation. Lucas dessinait encore des avions. Il demandait à visiter des musées aéronautiques. Il voulait comprendre comment les avions volaient. « Je veux être pilote quand je serai grand, » disait-il, « mais pas pour la guerre, pour aider les gens, pour les transporter. » En décembre 2022, Anne-Elisabeth Huston Carter s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Elle avait 83 ans. À ses funérailles, sa famille demanda à Lucas de venir. Le petit garçon se tint devant le cercueil, tenant la médaille Purple Heart dans sa main. « Au revoir, Betty, » murmura-t-il. « Maintenant, tu vas retrouver papa et maman. Et peut-être que tu vas retrouver James aussi, le vrai James, celui que j'étais avant. » Il déposa la médaille sur le cercueil. « Je ne suis plus vraiment lui maintenant. Je suis Lucas, mais je promets de ne jamais oublier, de raconter ton histoire et la sienne, pour que les gens se souviennent. » Le docteur Marc Fontaine publia une étude complète sur le cas de Lucas. Le cas Lucas M
correspondance vérifiable entre les souvenirs d'un enfant et la vie documentée d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Le papier fit sensation dans la communauté scientifique internationale. Des chercheurs proposèrent des théories: mémoire génétique, conscience quantique, réincarnation, mais personne n'avait de réponse définitive. En mars 2024, Lucas, maintenant âgé de 9 ans, visita pour la première fois un musée de l'aviation militaire. Il y avait un F-4U Corsair restauré, exposé dans toute sa splendeur. Lucas s'arrêta devant l'avion et le regarda longuement. Céline vit quelque chose passer dans ses yeux, une reconnaissance, un souvenir fugace. « Maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'étais vraiment James ?» Céline s'agenouilla à côté de son fils. « Oui, mon chéri, d'une manière qu'on ne comprend pas, tu portais sa mémoire, tu nous as raconté son histoire. Grâce à toi, James Houston Jr. n'est plus oublié. Mais maintenant, je ne me souviens presque plus. C'est comme un rêve qui s'efface. C'est normal, tu es Lucas maintenant. Tu as ta propre vie à vivre, ta propre histoire à écrire. » Lucas regarda encore une fois le Corsair. Mais c'était beau, tu sais, voler dans le ciel, se sentir libre, même si ça s'est mal terminé. Je crois que James aimait voler. Il aimait être pilote. Il sourit. Et moi aussi, je veux voler, mais autrement, mieux. Décembre 2024. Lucas a 10 ans. Il joue au football dans un club local. Il adore les sciences. Il rêve de devenir ingénieur aéronautique. Il ne parle presque plus jamais de James Houston. Quand on lui demande, il se souvient vaguement. C'était comme si j'avais vécu une autre vie avant. Mais c'est flou maintenant, comme un film que j'aurais vu il y a longtemps. Pourtant, certains détails persistent. Un frisson inexplicable quand il entend le bruit d'un moteur d'avion. Une fascination pour l'océan Pacifique qu'il ne peut pas expliquer. Une tristesse soudaine parfois quand il regarde le ciel. Le docteur Fontaine a pris sa retraite. Mais le cas de Lucas reste son œuvre majeure. Le cas le plus documenté, le plus vérifiable qu'il ait jamais étudié. Ce que Lucas nous a enseigné, écrit-il dans son dernier livre, ce n'est pas nécessairement que la réincarnation existe, c'est que la conscience humaine est capable de choses que nous ne comprenons pas encore. Que peut-être la mémoire ne se limite pas aux frontières d'une seule existence. Que peut-être certaines histoires demandent à être racontées même au-delà de la mort. Aux États-Unis, grâce à l'histoire de Lucas, James Madison Houston Jr. a été commémoré. Une plaque a été installée dans sa ville natale. Son nom a été ajouté au mémorial des pilotes tombés au combat. Son sacrifice n'est plus oublié. Robert Carter, le fils d'Anne, a créé une fondation. La fondation James Houston soutient la recherche sur la conscience et aide les familles d'enfants présentant des souvenirs de vies antérieures. « Ma mère est morte heureuse », dit-il lors de l'inauguration, parce qu'elle a pu revoir son frère, d'une manière impossible, inexplicable, mais réelle. Elle a pu lui dire au revoir. Elle a pu fermer cette blessure vieille de 75 ans. Pour ça, je serai éternellement reconnaissant à Lucas et à sa famille. L'histoire de Lucas et James pose des questions vertigineuses. Sur la vie, sur la mort, sur ce qui reste quand le corps disparaît, sur la nature de la mémoire et de la conscience. Est-ce que Lucas était vraiment James Houston réincarné ou portait-il d'une autre manière la mémoire d'un homme mort avant sa naissance? La science n'a pas de réponse. Peut-être n'en aura-t-elle jamais. Mais ce qui est certain, c'est que pendant quelques années, un petit garçon français a porté le poids d'une vie interrompue. Il a raconté l'histoire d'un héros oublié. Il a permis à une vieille dame de retrouver son frère disparu. Et maintenant, Lucas grandit. James dort. Mais leur histoire commune reste. Témoignage que certaines mémoires refusent d'être effacées, que certaines voix demandent à être entendues, que peut-être, la mort n'est qu'un passage, et que l'amour entre un frère et une sœur peut traverser le temps, l'espace et même les frontières de l'existence. Lucas ne se souvient presque plus, mais il porte encore quelque part au fond de lui l'écho d'un pilote qui volait dans le ciel du Pacifique, un jeune homme qui rêvait de rentrer chez lui, un soldat qui voulait juste revoir sa petite sœur une dernière fois et qui d'une manière inexplicable a réussi, 75 ans plus tard, dans le corps d'un enfant, pour dire « Je n'ai pas oublié, ne m'oubliez pas ». L'histoire de James Houston Jr., l'histoire de Lucas Moreau, deux vies, une mémoire,
un mystère qui nous rappelle que l'univers est bien plus étrange, bien plus merveilleux, bien plus mystérieux que tout ce que nous pouvons imaginer.